Soyez les bienvenus dans votre magazine. D'abord, la fin d'un long procès en France. Après plus de 4 semaines d'audience, la Cour d'assises du Tarn a rendu son verdict vendredi dans le procès de Cédric Jubilard. Il a été reconnu coupable du meurtre de son épouse Delphine, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Il a été condamné à 30 ans de réclusion. Marie-Candice Delouvrier, Nathalie Pérez et David Press. C'est la toute première image de Cédric Jubilard après l'énoncé du verdict à la sortie de la salle d'audience. La cour d'assises du Tarn vient de le reconnaître coupable du meurtre de sa femme et le condamne à 30 ans de prison. Dans son box, Cédric Jubilard semble impassible, dans l'attitude qui fut la sienne tout au long de ces 4 semaines de procès. Sur les bancs des parties civiles, au contraire, l'émotion éclate. Les proches de Delphine Jubilard s'étreignent, parfois dans les larmes, aux côtés de leurs avocats. C'est un moment important et on a enfin des parties civiles qui ont pu exprimer leurs émotions. C'est un soulagement pour beaucoup d'entre elles. C'est une victoire pour toutes les parties civiles. Ça fait 5 ans qu'elles souffrent, ça fait 5 ans qu'elles sont endeuillées, privées de corps, privées de sépulture, privées de tombes, privées de la vérité. Aujourd'hui, c'est la vérité qui a gagné sur le mensonge. Après 6 heures de délibéré, en présence d'un public venu en nombre, le jury a donc suivi les réquisitions des avocats généraux, reconnaissant que cette nuit, du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, un féminicide a bien eu lieu. Même en l'absence du corps de Delphine ou d'aveu de Cédric Jubilard, les éléments ont permis d'établir sa culpabilité. Les avocats de la défense ont immédiatement annoncé faire appel après s'être entretenus avec leurs clients. Il réagit comme quelqu'un qui est abattu, mais qui a cette lueur aussi de se dire que tout n'est pas définitif et que peut-être en appel, un autre jury populaire pensera autrement. Nous sommes déçus, mais nous savions que quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aurait un deuxième combat et nous allons nous remettre au travail pour préparer cet appel. À Cagnac-les-Mines, après 5 ans de procédure, les habitants étaient en attente d'une vérité. On ne sait pas, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de corps. Donc voilà. Difficile. C'est difficile. On le condamne, mais en même temps, je trouve qu'il n'y a rien, quoi. Et la justice a fait ce qu'elle avait à faire. Donc, Vous avez été surprise? Non. Dans l'après-midi, Cédric Jubilard a quitté le tribunal, escorté par la police, pour rejoindre la prison de Seyss. Son procès en appel aura lieu l'an prochain. Au chapitre justice, toujours le placement en détention de Nicolas Sarkozy, condamné pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen. L'ancien président de la République sera incarcéré le 21 octobre prochain, mardi, à la prison de la Santé. Dès son incarcération, il pourra demander une liberté provisoire. Les juges auront 2 mois pour répondre. Son procès en appel se tiendra en mars prochain. Elle alertait cette semaine d'ailleurs sur l'état des prisons en France. Dominique Simoneau est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle dénonce dans un avis publié mercredi cette semaine donc une vétusté, une insalubrité préoccupante qui porte atteinte aux droits fondamentaux des détenus. Bonjour à vous Dominique Simoneau. Bonjour. Vous êtes de France 24, merci d'être parmi nous. Vous êtes contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. En somme, vous contrôlez l'état des prisons en France. Entre autres, vous avez donc publié cet avis au journal officiel cette semaine. Vous parlez de cette vétusté préoccupante. Vous dites même à un moment, et vous l'avez dit chez nos confrères notamment de Public Sénat, que vous avez éprouvé de la honte en visitant ces prisons dans lesquelles vous avez vu des matelas au sol, des rats, des cafards, des punaises de lit. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Par négligence et par ce que j'appellerais en France une passion d'enfermer, qui fait que, contrairement aux autres pays européens dont on se démarque dans l'Union européenne et où l'Angleterre prétendument si répressive, la France ne se donne pas les moyens de vider ses prisons. On n'y arrive pas. Et donc cet entassement d'êtres humains dans des conditions infectes et dans des bâtiments assez dégoûtants déjà, fait que c'est impossible à tenir et c'est dangereux. Par exemple, on a des installations électriques qui feraient s'évanouir n'importe quel électricien. On a des fils à nu, on a une prise et puis 15 fils qui s'en échappent, des matelas au sol, des lits superposés, il n'y a pas d'échelle. Donc quand vous descendez la nuit pour aller aux toilettes, vous enjambez, vous tombez souvent sur le type qui dort sur le matelas au sol. Et je suis désolée, mais vous lui pissez au-dessus de la tête. Parce que souvent, la tête est près des toilettes. Parce qu'il n'y a pas de place. Mais
je ne sais pas si on se rend compte que, et pour les surveillants, parce que ne les oublions pas, leur boulot est devenu infernal. Et pour les détenus, il faut savoir ce qu'on veut. On enferme les gens, c'est tout à fait normal, parce qu'ils ont commis des fautes. Mais dans quelles conditions? Dans des lieux qui ne respectent pas la loi et dans des lieux qui vont les faire se révolter, leur donner la rage. Mais moi, je serais là. C'est arrivé, ça, déjà? Est-ce qu'il y a eu des mouvements, des soulèvements à l'intérieur même des prisons, d'abord émanant des détenus eux-mêmes, pour dénoncer ces conditions de détention que vous décrivez? Il y en a eu beaucoup, mais dans les années 70, qui étaient des années militantes, je dirais que maintenant, il y a des révoltes personnelles, plus personnelles. Et puis, disons que toute révolte est un peu étouffée par le fait que, comme on dit, les gars sont cachetonnés. C'est-à-dire, ils prennent beaucoup de médicaments pour les calmer. On laisse circuler beaucoup de cannabis. Disons que les prises, on fait très attention à ne pas en prendre, en saisir trop. Je vous assure qu'on laisse faire. Pourquoi? Parce que mais parce que sinon ça exploserait. Plus les portables. Et pourquoi est-ce que le personnel pénitentiaire auquel vous pensez aussi et qui subissent aussi, c'est ce que vous dites, ces conditions-là, ne se font pas entendre, que ce soit la direction de ces prisons ou tout ce qu'on appelle aujourd'hui la pénitentiaire? Pourtant, oui, vous avez tout à fait raison. Parce que quand on arrive, nos équipes arrivent dans les prisons. Moi, j'arrive, on est accueillis à bras ouverts. Aidez-nous, ils vont comprendre. Aidez-nous à faire comprendre. Ça n'est plus possible, c'est épouvantable. Bon, eh bien, c'est ce qu'on s'efforce de faire, mais la pénitentiaire, eh bien, oui, il faudrait qu'il y a parfois des mouvements de surveillants qui disent on dépose les clés, on fait grève, c'est plus possible. La surpopulation, ils protestent. Mais vous voyez, sans grand effet, parce que tout le monde se désintéresse à tort de cette histoire, parce que de la façon dont on traite les gens à l'intérieur, ça rejaillira sur la façon dont ils se conduiront dehors. Au moment de la réinsertion, vous voulez dire? Oui. Vous savez que la prison a deux jambes, la punition, la réinsertion. La réinsertion, actuellement, c'est inutile d'y penser dans ces conditions. L'accès aux soins, l'accès aux activités, au travail est totalement entravé par le nombre de personnes. Est-ce que les prisons se ressemblent toutes en France? Ce que vous constatez, vous dénoncez dans certains centres pénitentiaires, est-ce qu'il y a d'autres centres de détention qui sont mieux lotis? Est-ce qu'il y a une disparité? Alors, les maisons d'arrêt se distinguent par leur surpopulation. Jusqu'à 250-300%. Sont là où se purgent les courtes peines et où attendent les détenus provisoires, en attente de jugement, présumés innocents. 26% en France, quand même. Et on sait, par exemple, qu'il y a des quartiers qu'on appelle VIP, plutôt confort. Comment est-ce qu'on explique cette disparité-là? Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous regrettez ou que vous dénoncez? Non, je vois très bien où vous voulez en venir, mais je n'ai pas... je ne sais pas comment vous dire. Ces quartiers qu'on appelle VIP sont des gens qu'on met à l'abri, en fait, des autres. Pour les protéger? Ah oui, il y a beaucoup de ça. Et un peu plus de confort pour des gens. Mais vous voyez, dans les quartiers VIP, il y a des surveillants, des policiers. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est capable de le faire dans des quartiers VIP... Pourquoi est-ce que c'est pas appliqué à toutes les prisons? Parce qu'il y a 10 cellules, 20 cellules au quartier VIP. Il n'y a pas 85 000 détenus comme... 83 600 août dernier contre 62 500 places opérationnelles. Oui, et 5 500 matelas par terre. 5 500 matelas par terre. Oui. Et là, c'est reparti à la hausse. Moi, j'ai dit, il faut vider les prisons. Il faut faire comme au moment du Covid, comme au moment des grâces présidentielles, hélas supprimées par Nicolas Sarkozy en 2009, il faut faire sortir des gens un peu avant leur fin de peine, de manière encadrée par les services pénitentiaires. Tout dépend du profil, tout à fait. Du parcours et de la condamnation. Lorsque fin août, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait fait savoir que des diagnostics avaient été effectués pour les établissements, je crois d'ailleurs qu'il s'était appuyé sur un de vos avis, donc pour les établissements les plus vétustes, il a également fait savoir que des appels d'offres, au moins 2 appels d'offres avaient été lancés pour la construction de 3000 places de prison modulaires qu'il promet de construire en 18 mois. Comment est-ce que vous recevez cette annonce? Et preuve déjà qu'il vous écoute. Oui, enfin, j'aimerais qu'il m'écoute plus, mais bon. Je trouve que, oui, alors il veut construire des prisons modulaires. Bon, on parle de 50 places. C'est des gros blocs de béton, en fait, pour lesquels il ne faut pas de fondation. J'en ai visité en Allemagne. Ce ne sont pas des Algeco. Hein. C'est pas comme à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Une sorte de préfabriqué, vous voulez dire? Oui, c'est pas ça. Donc, c'est des trucs de béton avec des vrais murs. Mais, si vous voulez, on parle de 50 places livrées à l'automne. On parle de 85 000 détenus. Mais c'est dérisoire, premièrement.
Deuxièmement, pourquoi, s'il veut faire des économies, puisqu'on me répond qu'il n'a pas le budget pour tout rénover, eh bien qu'on fasse sortir des gens. Un détenu coûte 120 € par jour. Eh ben, voyez, faites le calcul, voyez le loyer que ça fait au bout d'un mois. Je trouve que ce serait mieux que ces gens-là sortent encadrés, un peu avant la fin de peine, comme je vous le disais, par les services pénitentiaires. Il nous reste quelques secondes, Dominique Simoneau. Ma question est double. Déjà, comment est-ce qu'on se situe, nous, Français, en Europe? Est-ce qu'il y a eu déjà des actions en justice pour condamner cette atteinte à la dignité humaine? L'État français est sans arrêt condamné, que ce soit par des tribunaux français ou par la Cour européenne. Premièrement, il y a sans arrêt des recours. Et on se situe très mal parce qu'on est derrière Malte et la Turquie, je crois. Donc on est 3e. Oui, c'est-à-dire 3e dans le bas de l'échelle du respect des droits. Merci beaucoup Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Merci d'avoir répondu à nos questions dans une semaine en France. Tout autre chose maintenant dans ce magazine avant de le refermer. Direction Marseille, la cité phocéenne et cette nouvelle étape dans la restauration de Notre-Dame de la Garde. Vendredi, un hélicoptère est venu déposer la couronne redorée qui n'avait jamais quitté la Bonne Mère depuis 1870. Regardez. C'est la fin d'un chantier de restauration de plusieurs mois. Ce matin, la Bonne Mère retrouvera sa couronne, désormais redorée. Mi-août, pour la première fois depuis 1870, la couronne avait touché le sol marseillais. Sous bonne escorte, elle avait rejoint la basilique où des curieux étaient venus l'admirer. Elle était extraordinaire, moi c'était mon rêve de la voir de près. C'est très très émouvant en fait. C'est un grand moment de joie. Un cadeau pour tous les donateurs qui participent à la restauration de Notre-Dame de la Garde. C'est une manière d'être en proximité avec cette statue et donc d'être en proximité aussi avec la Bonne Mère. La couronne était plus abîmée que prévu, car elle sert de paratonnerre au sommet de la basilique. C'est elle qui protège à la fois la basilique de manière concrète, Marseille de manière symbolique, mais cette couronne sert aussi à recevoir tous les éclats des orages et des éclairs. Il aura fallu 2 mois pour qu'elle retrouve son éclat. L'inauguration de la statue aura lieu le 7 décembre. Ainsi s'achève votre magazine. Merci à vous. RFI et France 24